Ma femme a laissé une note sur le comptoir. C'en est fini de toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Au dos, j'ai écrit 2 mots. Quand elle les a lus, 37 appels manqués. Ma femme a laissé une note sur le comptoir de la cuisine. C'en est fini de toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Je l'ai lu 2 fois avant que les mots ne s'impriment réellement dans mon esprit. Le marbre sous mes doigts semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Ma poitrine s'est serrée, non pas de colère, pas au début, mais de la prise de conscience silencieuse que quelque chose d'irréversible venait de se produire. La maison était verrouillée derrière moi. Le code de sécurité avait été changé. Ma clé de voiture n'ouvrait plus le garage. Et à l'étage, derrière les rideaux blancs transparents, je pouvais voir sa silhouette qui regardait pour s'assurer que j'avais compris. Au dos de cette note, j'ai écrit 2 mots. 3 heures plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. Je revenais de chez mon cardiologue quand j'ai trouvé la note. Le vent de fin octobre transperçait mon manteau alors que je remontais l'allée, les feuilles d'érable crissant sur le béton comme des os secs. Je me souviens avoir pensé à quel point la maison avait l'air paisible de l'extérieur. Des lumières chaudes brillaient à travers les fenêtres, de la fumée s'échappait de la cheminée, le genre de maison que les gens ralentissent pour admirer. J'ai tapé le code de la porte d'entrée. Lumière rouge. Accès refusé. J'ai froncé les sourcils et j'ai réessayé, plus lentement cette fois, mon doigt stable malgré le tremblement résiduel de l'accident vasculaire cérébral mineur que j'avais subi 6 mois plus tôt. Lumière rouge. Je suis resté là un moment, fixant le clavier comme s'il m'avait personnellement trahi. Puis j'ai essayé le garage. Rien. Le clic du mécanisme était absent, juste le silence. C'est alors que j'ai remarqué la note à travers le panneau de verre à côté de la porte. Elle était posée sur l'îlot de cuisine, maintenu par un presse-papier en cristal que nous avions acheté lors de notre voyage d'anniversaire à Charleston. J'ai fait le tour par le patio arrière où les portes coulissantes n'étaient pas verrouillées. Elle n'y avait pas pensé. Pas encore. La cuisine sentait légèrement le romarin et l'ail. Elle avait cuisiné plus tôt. Le lave-vaisselle bourdonnait doucement. Tout semblait inquiétant de normalité, sauf la note. C'en est fini de toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Aucune explication, aucune signature, juste une rupture nette. Je suis resté là plus longtemps que je ne veux l'admettre. Non pas parce que j'étais choqué. Le choc est bruyant. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus froid. À l'étage, j'ai entendu une latte de plancher grincer. Evelyne, ai-je appelé. Elle est apparue en haut de l'escalier, encadrée par la douce lumière du lustre, parfaitement composée, les cheveux relevés, un chemisier de soie. La même femme que j'avais épousée il y a 17 ans, juste plus dure sur les bords. Tu l'as eu, a-t-elle dit. Eu quoi? Le message. J'ai de nouveau baissé les yeux sur le papier. La maison est vendue. Oui. Tu ne peux pas vendre la maison sans ma signature. Elle a eu un petit sourire fatigué. Je n'en ai pas besoin. Le vent a fait vibrer les fenêtres. Dehors, quelque part, un chien a aboyé. Evelyne, dis-je prudemment, en gardant ma voix égale. De quoi parles-tu? Je parle de la réalité, Daniel. Elle est descendue à mi-chemin de l'escalier, s'arrêtant à une distance de sécurité. Tu as eu un accident vasculaire cérébral. Tu peux à peine gérer tes médicaments sans rappel. Tu oublies des réunions. Tu dors la moitié de la journée. Je ne peux pas continuer à prétendre que tout va bien. Je suis en convalescence. Tu es en déclin. Le mot est resté suspendu entre nous. Nous avons accepté une offre en espèces, a-t-elle poursuivi. La clôture est pour demain. Les acheteurs veulent une possession immédiate. Tu n'as pas l'autorité de transférer le titre de propriété. J'ai une procuration, a-t-elle dit, son ton s'aiguisant. Tu l'as signé. Tu te souviens. Je m'en souvenais. Après l'accident vasculaire cérébral, alors que j'étais encore dans le brouillard et reconnaissant d'être en vie, elle avait insisté sur le fait que ce n'était que temporaire. Au cas où quelque chose arriverait, avait-elle dit, au cas où tu ne pourrais pas parler pour toi-même. J'avais signé. Mais je savais aussi exactement ce que ce document autorisait et ce qu'il n'autorisait pas.
Tu penses que je suis un fardeau, dis-je doucement. Sa mâchoire se crispa. Je pense que je mérite la stabilité. C'était ça. Pas le chagrin, pas la peur. Le calcul. Qui est l'acheteur, ai-je demandé. Ce n'est pas ton problème. Et où suis-je censé aller? Elle haussa légèrement les épaules. Tu as des investissements. Tu te débrouilleras. J'ai étudié son visage. Il y avait quelque chose derrière ses yeux que je n'avais pas remarqué avant. De l'urgence, presque de la panique. Il ne s'agissait pas de ma santé. Il s'agissait d'autre chose. Je suis retourné au comptoir et j'ai pris la note. Le papier était épais, de la papeterie coûteuse. Elle avait pris le temps de le choisir. Je l'ai retourné. Sur le côté vierge, j'ai écrit 2 mots. Vérifie encore. J'ai reposé la note exactement là où elle l'avait laissée. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé. Tu verras. Je suis sorti par la porte arrière sans un autre mot. L'air extérieur semblait plus vif maintenant, plus pur. Mon cœur battait régulièrement dans ma poitrine, plus fort qu'il ne l'avait été depuis des mois. Je n'ai pas conduit jusqu'à un hôtel. J'ai conduit jusqu'au centre-ville. Au moment où j'ai atteint le bureau de mon avocate, je savais déjà ce que j'allais trouver. À 17h42, mon téléphone a vibré pour la première fois. Evelyne. Je l'ai laissé sonner. À 17h47, il a vibré à nouveau, puis encore, et encore. À 20h, j'avais 12 appels manqués et 3 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Au lieu de cela, je me suis assis dans le bureau de mon avocate, examinant les registres du comté sur son écran d'ordinateur. L'acte de renonciation avait été déposé ce matin-là. Il portait mon nom, ma prétendue signature, sauf que ce n'était pas la mienne. Et plus important encore, la maison n'était pas à moi de la transférer. Elle ne l'avait pas été depuis 12 ans. Quand je suis finalement sorti dans l'air froid de la nuit, mon téléphone a de nouveau vibré. 17 appels manqués. Je l'ai retourné, face contre le siège passager. Elle pensait m'avoir retiré du jeu. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de faire sa première erreur. Et demain à la clôture, elle était sur le point de faire sa dernière. Le lendemain matin, à 6h30, mon téléphone affichait 23 appels manqués. Je n'avais pas beaucoup dormi, non pas parce que j'étais contrarié, mais parce que mon esprit travaillait. J'ai passé 35 ans dans la planification successorale et la structuration d'actifs commerciaux. Quand quelque chose n'a pas de sens, je ne panique pas. Je le retrace. Evelyne n'a pas vendu la maison parce qu'elle pensait que je déclinais. Elle l'a vendue parce qu'elle était désespérée. J'étais assis en face de Margaret Hill à 7h12. Margaret est mon avocate depuis 14 ans. Vive, méthodique, début de la quarantaine, le genre de femme qui n'élève pas la voix parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle a fait glisser le dossier du comté sur son bureau. Elle a déposé un acte de renonciation hier à 9h03, a utilisé la procuration que vous avez signée en mars. Et, a dit Margaret en enlevant ses lunettes, elle a supposé que vous possédiez la propriété personnellement. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Il y a 12 ans, bien avant qu'Evelyne ne commence à redécorer la maison dans des tons de blanc et de gris, j'ai transféré la propriété dans le Henderson Asset Protection Trust. C'était irrévocable. J'étais le fiduciaire gestionnaire. La structure des bénéficiaires était stratifiée, claire, légale, protégée. Evelyne ne s'était jamais souciée de la mécanique. Elle aimait les résultats, pas la paperasse. Elle ne peut pas transférer ce que vous ne possédez pas, a poursuivi Margaret. La fiducie le possède. La procuration lui donne autorité sur vous, pas sur la fiducie. La société de titres l'a-t-elle signalé? Margaret a eu un léger sourire. Ils le feront. Je me suis adossé dans le fauteuil en cuir et j'ai expiré lentement. La clôture est prévue pour 10 heures, a-t-elle dit. Centre-ville. Sterling & Wyatt. Acheteur au comptant. Oui, un jeune médecin et sa femme. Ils ont viré un acompte la semaine dernière. Cela expliquait l'urgence. Qui la représente, ai-je demandé. Daniel, vous n'allez pas aimer ça. Je ne l'aimais déjà pas. C'est une petite agence, un homme nommé Travis Lagne. J'ai fixé le nom.
Je l'avais déjà vu. Il y a 3 mois, j'étais entré dans notre garage tard dans la nuit et j'avais trouvé Evelyne en train de rire dans son téléphone. Quand elle m'a vu, elle avait dit « C'est juste un ami promoteur ». Travis Lagne, milieu de la quarantaine, opportuniste immobilier lisse, surendetté. Sortez ces dossiers d'entreprise, ai-je dit. Margaret n'a pas hésité. Elle a tourné son moniteur vers moi et a commencé à taper. En quelques minutes, un réseau de sociétés à responsabilité limitée est apparu. La moitié d'entre elles dissoutes. Plusieurs poursuites en cours. 2 privilèges. Problème de liquidité, murmura-t-elle. Un énorme. Mon téléphone a de nouveau vibré. Evelyne. Je l'ai mis en silencieux. Margaret, dis-je doucement. Vérifiez les lignes de crédit conjointes. Elle a fait une pause, puis a accédé à un autre portail. Son expression a changé. Daniel, à quel point est-ce mauvais? Ligne de crédit sur valeur domiciliaire au maximum. 2 lignes de crédit personnel utilisées presque jusqu'à la limite. Il y a aussi une demande de transfert en attente de votre compte d'investissement. Margaret a poursuivi, mais la banque l'a signalé pour vérification. Ils vous ont appelé hier. J'étais en cardiologie. Oui. Et elle a supposé que je ne le remarquerais pas. Margaret a croisé les mains. Elle vous a sous-estimé. La sous-estimation coûte cher. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la rivière. Le soleil du matin se reflétait sur les tours de verre comme des lames. Elle pense que la vente de la maison couvre tout, ai-je dit. Argent rapide, possession immédiate, sortie propre et déménagement, a ajouté Margaret. Il y a une adresse de réexpédition déposée auprès de l'USPS. Où? Miami, bien sûr. Ensoleillé, nouveau départ. Pas d'hiver froid à Chicago. Elle part. Elle pense qu'elle part, a dit Margaret. À 8h41, mon téléphone a de nouveau vibré. 31 appels manqués. J'ai finalement écouté un message vocal. Daniel, la voix d'Evelyne tremblait, non pas de chagrin, mais de tension. Pourquoi la société de titres vient-elle de m'appeler? Que as-tu fait? J'ai supprimé le message. Margaret, dis-je en me retournant vers son bureau, si elle tente de conclure la vente malgré la structure de la fiducie, que se passe-t-il? Elle s'expose à une fraude. Plus précisément une fraude électronique, si des fonds sont déplacés sous de fausses déclarations et l'abus de la procuration. Manquement à l'obligation fiduciaire. Exploitation financière potentielle. Criminel, si des poursuites sont engagées. J'ai hoché la tête une fois. Avertissez formellement la société de titres, envoyez des copies certifiées conformes de la fiducie, déposez un avis de litige auprès du registraire du comté et rédigez une requête pour une ordonnance de protection temporaire. Les yeux de Margaret se sont aiguisés. Vous ne vous arrêtez pas à la clôture. Non. Qu'est-ce que vous prévoyez? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai mis la main dans ma veste et j'en ai sorti une fine enveloppe. À l'intérieur se trouvait un titre de créance. J'avais engagé un expert comptable judiciaire il y a 3 semaines, discrètement. Quelque chose dans les dépenses d'Evelyne ne correspondait pas. Travis Lagne avait contracté un prêt relais privé 6 mois plus tôt. 500 000 $, à intérêt élevé, à court terme, avec garantie, sans garantie personnelle. Il était en difficulté. Et hier matin, par l'intermédiaire d'un intermédiaire, j'ai acheté cette dette. Elle ne le sait pas, demanda doucement Margaret. Non. Et lui? Pas encore. Margaret se pencha lentement en arrière. Donc à 10 heures, elle croit qu'elle finalise la vente d'une maison qu'elle ne possède pas légalement pour rembourser une dette qui vous appartient maintenant. Oui. Elle m'a étudié attentivement. Ce n'est pas une vengeance, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. C'est une correction. À 9h15, nous sommes partis pour Sterling & Wyatt. Mon téléphone a de nouveau vibré. 37 appels manqués. Je l'ai retourné, face contre la table. Laissons-la sentir le silence. Au moment où nous sommes entrés dans le hall à 9h58, je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. J'étais lucide. Evelyne avait écrit sa note en lettres grasses, mais elle n'avait pas lu les petits caractères.
Et à 10 heures précises, elle était sur le point de le faire. À 9h59, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le 42e étage. Sterling & Wyatt croyaient en l'intimidation par l'architecture. Verre du sol au plafond, noyer poli, un bureau d'accueil taillé dans une seule plaque de marbre. Le genre d'endroit où les gens signent des documents qui changent leur vie en essayant de ne pas paraître nerveux. Margaret marchait à côté de moi, ses talons frappant le sol avec une précision silencieuse. 2 hommes suivaient à une distance mesurée, en civil, expression neutre. Les détectives Miller et Caruso. Ils ressemblaient à des cadres d'entreprise. Ils ne l'étaient pas. À travers les murs de verre de la salle de conférence B, j'ai vu Evelyn. Elle était assise droite à l'extrémité d'une longue table, vêtue de soie bleu marine, posture parfaite. À sa droite était assis Travis Lagne, impeccable dans un costume gris sur mesure, penché en arrière avec une aisance artificielle. En face d'eux, un jeune couple, début de la trentaine. Le mari avait la posture d'un médecin, la colonne vertébrale droite, les yeux attentifs. Sa femme tenait un portefeuille en cuir à 2 mains comme quelque chose de sacré. Entre eux sur la table se trouvait un chèque de banque. Milunia Abandala. L'air à l'intérieur de la pièce était lourd d'attente. Margaret s'est arrêtée à côté de moi. Prêt? J'ai toujours été prêt. À exactement 10h03, j'ai ouvert la porte. La pièce est tombée dans le silence. Le visage d'Evelyn a perdu ses couleurs si rapidement que c'en était presque clinique. Pendant une demi-seconde, elle a semblé avoir vu une apparition. Daniel, a-t-elle dit, se levant à moitié. Le jeune couple s'est retourné sur leur chaise. La confusion vacilla sur leur visage. La mâchoire de Travis se serra. Il se reprit rapidement, lissant sa cravate. Eh bien, dit-il légèrement, regardez qui a décidé de se montrer. Je suis passé devant lui sans accorder d'attention à la remarque et j'ai pris la chaise vide en bout de table. Bonjour, dis-je calmement. Je suis Daniel Henderson. Le médecin hocha la tête avec prudence. On nous a dit que vous ne pouviez pas être présent. Je suis tout à fait capable. L'agent de titre, un homme mince nommé Peters, s'est éclairci la gorge. Monsieur Henderson, nous nous préparions justement à finaliser les signatures. J'en suis conscient. La voix d'Evelyn s'est aiguisée. Daniel, qu'est-ce que c'est? Tu n'as aucune raison d'être ici. Je possède la propriété. Un frisson a parcouru la pièce. Les doigts d'Evelyn se sont resserrés sur son stylo. Tu ne la possèdes pas. J'ai une procuration. Margaret s'est avancée et a posé un dossier épais sur la table avec un bruit sourd, délibéré et résonnant. Une procuration, dit-elle d'une voix égale, ne confère pas d'autorité sur les actifs détenus dans une fiducie irrévocable. Peters cligna des yeux. Excusez-moi. Margaret a ouvert le dossier et a fait glisser une copie certifiée conforme de l'Henderson Asset Protection Trust sur la table. La propriété au 14 Brier Glen Drive a été transférée dans cette fiducie il y a 12 ans. Monsieur Henderson est le fiduciaire gestionnaire. La fiducie est le propriétaire légal. Peters a regardé du document à Evelyn. Madame Henderson? Le sang-froid d'Evelyn s'est brisé. Ce n'est pas possible. L'acte de renonciation déposé hier. Margaret interrompit doucement, point a été exécuté en partant de l'hypothèse d'une propriété individuelle. Cette hypothèse était incorrecte. Travis se pencha en avant, sa voix douce mais tendue. Ne compliquons pas les choses. La procuration l'autorise à agir en son nom. En son nom, répéta Margaret. Pas au nom de la fiducie. Silence. Le médecin de l'autre côté de la table a lentement retiré sa main du chèque. Qu'est-ce que vous dites exactement, a-t-il demandé. Je dis, ai-je répondu doucement, en le regardant dans les yeux, que cette maison n'est pas à vendre. Evelyn s'est tournée vers moi comme si je l'avais frappée. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Sa respiration s'accéléra. Daniel, c'est humiliant. Cela aurait été bien pire si ça avait abouti. Peters se leva brusquement. Nous devons suspendre cette clôture immédiatement. Je ne continue pas tant que la propriété n'est pas vérifiée. La femme du médecin se pencha vers son mari, lui chuchotant quelque chose d'urgent. Il hocha la tête et glissa soigneusement le chèque de banque dans son portefeuille.
La confiance de Travis s'est dissoute. Une perle de sueur est apparue à sa tempe. Daniel, dit-il à voix basse, nous avions un accord. Non, ai-je répondu. Vous aviez une supposition. Margaret a tendu un autre document à Peters. Avis de litige déposé auprès du registraire du comté de Cook à 8h17 aujourd'hui. Le transfert est légalement contesté. Peters a parcouru la page, son expression passant de la confusion à l'alarme. La voix d'Evelyn est tombée à un ton proche de la supplication. Daniel, s'il te plaît, nous pouvons en discuter en privé. Nous en discutons. Ses yeux se sont tournés vers le jeune couple. Leur optimisme s'était évaporé, remplacé par un malaise visible. C'est un malentendu, a insisté Evelyn. Daniel n'a pas été bien. Il ne sait pas toujours. Attention, dit doucement Margaret. Evelyn s'est arrêtée. Le poids de ses mots s'est lourdement posé dans l'air. Travis a repoussé sa chaise, se levant brusquement. C'est ridicule. Nous avons investi du temps et des ressources dans cette transaction. Et vous avez failli investir dans une fraude électronique, a répondu Margaret d'une voix égale. Le mot est resté en suspens. Fraude? Travis est devenu pâle. Le médecin s'est levé, la mâchoire serrée. Nous partons. Je suis vraiment désolé, dis-je sincèrement. Vous méritez mieux que ça. Ils sont sortis sans un autre mot. La porte s'est fermée. Pendant un instant, seul le bourdonnement de la climatisation a rempli la pièce. Evelyn s'est tournée vers moi, les yeux flamboyants. Que as-tu fait? A-t-elle chuchoté. Je t'ai dit de vérifier encore. Son sang-froid s'est effondré. Tu as organisé ça? Non, ai-je dit calmement. C'est toi. Travis a attrapé sa mallette. Nous devrions y aller. Il s'est dirigé vers la porte, mais le détective Miller s'est avancé juste assez pour bloquer le passage. Pas encore, dit Miller doucement. Travis s'est figé. Margaret a posé un dernier document sur la table. Un avis formel de manquement à l'obligation fiduciaire, a-t-elle annoncé. Et une requête en attente pour exploitation financière. Evelyn a fixé le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Tu portes plainte, a-t-elle demandé. Ça dépend, ai-je répondu en me levant lentement. De l'honnêteté dont tu es prête à faire preuve. Ses yeux se sont remplis non pas de chagrin, mais de peur. Pour la première fois ce matin-là, elle a réalisé quelque chose de crucial. Il ne s'agissait pas de la maison, et ce n'était pas moi qui étais acculé. Alors que nous sortions de la salle de conférence, mon téléphone a de nouveau vibré. 37 appels manqués. Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. La note sur le comptoir avait été audacieuse, mais les petits caractères m'appartenaient. À midi, la rumeur avait déjà commencé à se répandre. Les clôtures immobilières dans les hautes sphères de Chicago sont comme des théâtres silencieux. Les gens feignent la discrétion, mais tout le monde surveille les sorties. Travis Lagne, quittant Sterling & Wyatt, flanqué de 2 officiers en civil, n'était pas subtil. Evelyn, marchant à 10 pas derrière lui, le visage pâle, des lunettes de soleil cachant le peu de sang-froid qui lui restait, était moins subtile. Je ne les ai pas suivis. Je suis retourné au bureau de Margaret. La rivière à l'extérieur bougeait avec une indifférence constante. Des barges avançaient. Le vent pressait contre la vitre. La ville ne se souciait pas des implosions privées. Margaret a fermé la porte derrière nous. Elle rappellera, a-t-elle dit. Elle l'a déjà fait. Elle essaiera de présenter ça comme une confusion. Ce n'en est pas une. Margaret s'est appuyée contre son bureau. Daniel, nous devons décider si cela devient une négociation ou une enquête. J'ai enlevé ma veste lentement et je me suis assis. Je veux d'abord de la clarté. Elle a hoché la tête. Alors finissons de cartographier les dégâts. 1 heure plus tard, le tableau était complet. Il y a 6 mois, Travis Lagne a lancé un projet de redéveloppement de condos à River North, a surestimé la demande, sous-estimé les frais de possession. Lorsque les préventes ont ralenti, il a obtenu un prêt relais privé à un taux d'intérêt impitoyable, 12% à court terme, avec un paiement final important. Il a manqué le paiement final. C'est à ce moment-là que les dépenses d'Evelyn ont augmenté. Virement bancaire,
achat de créateurs, un investissement de conseil de $48 000, des vols pour Miami. Il y a 3 semaines, j'ai engagé un expert comptable judiciaire. Non pas parce que je soupçonnais une liaison, mais parce que je soupçonnais la peur. Les liaisons sont émotionnelles. Le désespoir laisse des traces écrites. L'expert comptable a remis son rapport hier matin, le même matin où Evelyne a déposé l'acte de renonciation. Travis devait $527 000 plus les pénalités. Le prêteur était impatient, et par le biais d'une société holding structurée de manière propre et légale, j'ai acquis la dette à un prix réduit. Ce qui signifiait que depuis hier après-midi, Travis Lang me devait de l'argent. Margaret a de nouveau étudié les documents d'acquisition. Vous avez acheté sa dette avant qu'elle ne dépose l'acte. Oui. Donc elle pensait que la vente de la maison le sauverait. Oui. Et maintenant la vente est morte. Oui. Margaret a expiré lentement. C'est complexe. Il le fallait. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Evelyne. Je l'ai laissé sonner. Margaret a croisé les bras. Allez-vous lui parler? Pas encore. Elle va se présenter ici. Je sais. Et elle l'a fait. À 13h37, la réceptionniste a appelé à l'étage. Elle est là, a dit Margaret en jetant un coup d'œil à son téléphone. Très insistante. Faites-la entrer. Evelyne est entrée comme quelqu'un qui n'avait pas dormi. Son chemisier de soie était froissé, son rouge à lèvres légèrement bavé. Elle a fermé la porte derrière elle avec plus de force que nécessaire. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle exigé. Margaret est restée assise. « Je vous suggère de baisser la voix » a dit Margaret d'une voix égale. Evelyne l'a ignorée. « Tu m'as humilié » a-t-elle dit en se tournant vers moi. Devant les acheteurs, devant Travis. « Tu t'es humilié toi-même. » Ses mains tremblaient, non pas de faiblesse, mais de fureur. « C'était un malentendu » a-t-elle insisté. La fiducie. « Je ne savais pas. » « Tu n'as pas demandé. »« Tu es distant depuis des mois » a-t-elle lancé. « Tu as arrêté de partager les décisions. Tu agis comme si je n'étais pas capable. » Il ne s'agissait pas de capacité. Elle s'est approchée. Alors de quoi s'agissait-il? J'ai fait glisser un mince dossier sur le bureau vers elle. Elle l'a ouvert. La couleur a quitté son visage pour la 2e fois de la journée. Qu'est-ce que c'est? Ta solution, ai-je dit doucement. À l'intérieur se trouvaient des copies du contrat de prêt de Travis, de la cession de créances et d'une mise en demeure. Tu as acheté ça, a-t-elle chuchoté. Oui. Elle a feuilleté les pages, sa respiration s'accélérant. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Ses yeux se sont tournés vers Margaret. C'est de la coercition. Non, a dit Margaret calmement. C'est une acquisition d'actifs. Evelyne m'a regardé à nouveau, quelque chose de fragile se brisant sous sa colère. Tu m'espionnais. Je vérifiais. Tu ne me fais pas confiance. Correct. Le mot a atterri durement. Elle a dégluti. Tu penses que c'est une question d'argent, a-t-elle dit, sa voix baissant. Tu penses que je risquerais tout pour de l'argent? Non, ai-je répondu. Tu as tout risqué parce que tu avais peur de le perdre. Ses yeux ont vacillé. Il y a plus, ai-je continué. J'ai appuyé sur un bouton du haut-parleur du bureau de Margaret. Un enregistrement a commencé à jouer. La voix d'Evelyne, la voix de Travis, claire. Elle n'en a pas pour longtemps, a dit Travis légèrement. Evelyne a ri, nerveuse. Il n'est pas mourant. Pas aujourd'hui, a répondu Travis. Mais tu as dit que le médecin avait mentionné des dommages vasculaires. Il y a eu une pause. J'ai juste besoin que la maison soit vendue, a dit Evelyne. Une fois que nous aurons conclu, nous serons tranquilles. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence a rempli la pièce comme une marée montante. Evelyne a fixé le haut-parleur comme s'il l'avait trahi. Tu m'as enregistré? Non, ai-je dit calmement. Tu as laissé ton téléphone connecté au système de la voiture. Elle a pressé ses paumes contre ses tempes. Tu as déformé tout ça, a-t-elle chuchoté. Non, j'ai écouté. Des larmes se sont finalement formées,
mais elle n'était pas pour moi. Ils allaient le ruiner, a-t-elle dit, la voix brisée. Le prêteur menaçait de poursuites judiciaires. J'essayais d'aider. Tu essayais de sauver quelqu'un qui aurait dû échouer par lui-même. Ses épaules se sont affaissées. J'avais peur, a-t-elle admis. De quoi? D'être seule. L'aveu a flotté entre nous un instant. 17 ans de mariage planaient dans l'air. Puis elle s'est légèrement redressée. Que veux-tu? A-t-elle demandé. Je veux que le contrôle soit rétabli. Tu l'as déjà. Non, ai-je dit. Je veux une reconnaissance. Son téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux. Travis. Elle n'a pas répondu. Mon avocate dépose une requête cet après-midi, a dit Margaret. Exploitation financière, abus de procuration et gel des avoirs en attendant un examen. La tête d'Evelyn s'est redressée d'un coup. Tu gèles mes comptes? Les comptes joints, ai-je corrigé, jusqu'à ce que la clarté soit établie. Tu me détruis. Non, ai-je dit doucement. Je te contiens. Elle a reculé comme si le mot avait du poids. Combien de fois as-tu appelé? A-t-elle demandé soudainement. 37. Elle a ri une fois, un rire creux. Et tu n'as pas répondu. Je lisais. Elle a regardé la note toujours pliée dans sa main. Le verso. Vérifie encore. Elle comprenait maintenant. La maison, la dette, l'enregistrement. Chaque mouvement qu'elle avait fait avait déjà été anticipé. Tu as planifié ça? A-t-elle chuchoté. Non, ai-je répondu. Je m'y suis préparé. Son téléphone a de nouveau vibré. Elle s'est tournée vers la porte, plus lentement maintenant. Sur le seuil, elle s'est arrêtée. Tu n'es pas l'homme que je pensais que tu étais. Non, ai-je dit doucement. Je suis exactement celui que j'ai toujours été. La porte s'est fermée. Margaret m'a regardé attentivement. Ça va s'envenimer à partir de maintenant, a-t-elle dit. Je sais. Mon téléphone est resté face contre le bureau. Il n'a plus vibré. Pas encore. 2 jours plus tard, Evelyn a demandé une discussion privée. Pas à la maison, pas à notre club, pas au lac. Au bureau de Margaret, terrain neutre, ce qui signifiait qu'elle comprenait enfin le terrain. Je suis arrivé en avance. Je le fais toujours. Je préfère les pièces avant qu'elles ne soient occupées, avant que l'air ne soit perturbé par l'émotion. Margaret avait préparé un espace de conférence propre cette fois. Pas de marbre, pas de vue panoramique, juste une table en chêne rectangulaire, une carafe d'eau, 3 bloc-notes juridiques. Simple, délibéré. À 15h02, Evelyn est entrée. Pas de chemisier de soie aujourd'hui, pas d'armure de créateur. Elle portait un pull beige et un maquillage minimal. Sa posture était différente, pas vaincue, mais recalibrée. Elle a fermé doucement la porte derrière elle. Daniel, a-t-elle dit. Evelyn. Margaret a hoché la tête, mais est restée silencieuse. Evelyn s'est assise en face de moi, croisant soigneusement les mains comme si tout mouvement brusque pouvait briser quelque chose d'invisible. Je veux parler sans théâtralité, a-t-elle commencé. Ce n'est pas du théâtre. Elle a inspiré lentement. Tu as gelé nos comptes joints. Oui. Tu as acheté la dette de Travis. Oui. Tu as averti le registraire du comté. Oui. Et tu te prépares à déposer des accusations criminelles. Je prépare des options. Sa mâchoire s'est crispée. C'est excessif. Non, ai-je dit d'une voix égale. C'est du confinement. Le mot encore. Elle a tressailli. Daniel, écoute-moi, a-t-elle dit en se penchant légèrement en avant. J'ai paniqué. Après ton accident vasculaire cérébral, les médecins n'étaient pas optimistes. Ils étaient prudents. Tu as oublié des conversations entières. Tu as laissé la cuisinière allumée 2 fois. Tu as manqué ton propre rendez-vous de suivi. J'ai corrigé ses habitudes, mais je ne savais pas si tu le ferais, a-t-elle insisté. Je ne savais pas combien de temps je serais seul. Alors, tu as trouvé quelqu'un. Elle a hésité. Ce n'était pas comme ça. Alors explique-le. Silence.
Margaret a fait glisser un bloc-notes vers elle. Parlez clairement, a dit Margaret. Pour le dossier. Evelyne lui a jeté un regard vif. Vous enregistrez ça? Non, a répondu calmement Margaret. Mais la clarté est utile. Evelyne a expiré. J'ai rencontré Travis par le club. Il était charmant, confiant. Il m'a fait me sentir visible. J'ai laissé les mots s'installer. Après ton accident vasculaire cérébral, a-t-elle continué, tout semblait fragile. Tu t'es renfermé. Tu as cessé de parler de l'avenir. Tu as déplacé des actifs sans me le dire. J'ai restructuré la fiducie. Exactement, a-t-elle dit, sans me le dire. La fiducie est antérieure à toi. Ce n'est pas la question, a-t-elle lancé, puis s'est adoucie. La question est que je me sentais exclu, comme si j'attendais l'inévitable. L'inévitable. Ma mort? La pièce est devenue silencieuse. J'ai étudié son visage. C'était là. La peur, brute et mal déguisée. Tu as vendu la maison, ai-je dit lentement, pour éviter la solitude. J'ai vendu la maison pour assurer la stabilité. Pour qui? Elle n'a pas répondu. Margaret est intervenue doucement. Madame Henderson, êtes-vous consciente que la procuration ne s'étend pas au bien de la fiducie? Oui, a dit Evelyne doucement. En étiez-vous consciente au moment du dépôt? Une longue pause. Non. Et si la vente avait abouti? Je pensais. Sa voix s'est brisée, je pensais que Daniel ne contesterait pas. Pourquoi, ai-je demandé. Elle m'a regardé directement. Parce que tu ne te bats pas. Cela m'a presque fait sourire. Je me bats silencieusement, ai-je dit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Le prêteur de Travis menaçait de le poursuivre en justice, a-t-elle admis. Il a dit qu'une fois la maison vendue, tout se remettrait en ordre. Et tu l'as cru. J'ai cru que j'avais besoin d'une porte de sortie. De quoi? D'attendre. Le mot a résonné. Attendre mon déclin. Attendre le deuil. Attendre la vulnérabilité financière. Tu ne voulais pas d'un mari, ai-je dit calmement. Tu voulais une assurance. Ce n'est pas juste. C'est exact. Son sang-froid a commencé à se fissurer. Tu t'éloignais, a-t-elle chuchoté. Tu as arrêté de me toucher. Tu as arrêté de rire. J'étais en convalescence. Tu te retirais. L'accusation a atterri plus lourdement que la trahison financière. La convalescence n'est pas glamour. Elle est lente, embarrassante, humiliante. Je ne me suis pas retiré, ai-je dit doucement. Je me suis recalibré. Elle a secoué la tête. Tu m'as exclu. Et tu m'as remplacé. Le silence était maintenant suffocant. Margaret a finalement parlé. Madame Henderson, niez-vous avoir discuté de l'espérance de vie de Monsieur Henderson en relation avec la planification financière? Le visage d'Evelyne est redevenu pâle. Vous avez entendu cet enregistrement, a-t-elle dit. Oui. Elle a fermé les yeux brièvement. Je me défoulais. Tu élaborais une stratégie, ai-je corrigé. Sa voix s'est légèrement élevée. Tu ne peux pas utiliser une seule conversation contre moi et démanteler ma vie. Ce n'est pas une seule conversation. J'ai fait glisser un autre dossier vers elle. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des confirmations de virement, une demande de changement de bénéficiaire sur ma police d'assurance vie, déposée mais non finalisée. Ses doigts tremblaient. Je n'ai pas soumis ça. Tu l'as initié. Ça n'a pas été traité parce que je l'ai annulé. Des larmes ont finalement coulé sur ses joues. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu étais prête à me risquer. Sa respiration est devenue irrégulière. Travis a dit que tu ne vivrais pas une autre décennie de toute façon, a-t-elle chuchoté. Et tu étais d'accord. Non, a-t-elle dit rapidement. Je ne l'étais pas. Tu as ri. Elle a couvert sa bouche avec sa main. La pièce a retenu son souffle. J'avais peur, a-t-elle répété. La peur explique, ai-je dit doucement. Elle n'excuse pas. Margaret s'est penchée en arrière. Voici les termes, a-t-elle dit.
Evelyne a levé lentement les yeux. Aucune poursuite pénale si une coopération totale est fournie, a poursuivi Margaret. Procédure de divorce sans contestation. Divulgation complète de l'implication financière avec Monsieur Lagne et reconnaissance écrite de l'abus de la procuration. Evelyne a fixé le papier que Margaret a fait glisser vers l'avant. Ça me ruine socialement, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit doucement. Tes actions l'ont fait. Elle m'a regardé avec quelque chose comme de la reconnaissance. Tu n'es pas en colère, a-t-elle dit. Je l'étais, ai-je répondu, hier. Et aujourd'hui je suis lucide. Son téléphone a vibré sur la table. Travis. Elle l'a retourné. Combien de fois ai-je appelé, a-t-elle demandé à nouveau, presque pour elle-même. 37. Elle a laissé échapper un rire brisé. Et tu n'as pas répondu. J'écoutais. Quoi? Qui tu es quand tu penses que je ne regarde pas? La finalité dans ma voix a semblé régler la question. Evelyne a pris le stylo. Sa main a plané un long moment. Puis elle a signé. Margaret a rassemblé les documents. Cela devient officiel demain, a-t-elle dit. Evelyne s'est levée lentement. À la porte, elle s'est arrêtée. Je n'aurais jamais pensé que tu serais capable de ça. Je n'aurais jamais pensé que tu le serais non plus, ai-je répondu. Elle est partie sans un autre mot. Quand la porte s'est fermée, Margaret m'a regardé attentivement. Vous êtes sûr de ça? Oui. Dehors, le soleil de fin d'après-midi déclinait déjà. Mon téléphone a vibré une fois. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. L'audience était prévue à 9h un mardi gris qui semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Pas un tribunal pénal. Civil, ordonné, contrôlé, mais non moins dévastateur. La division civile du comté de Cook ne ressemble pas à la télévision. Il n'y a pas de projecteur dramatique, pas de voix élevées, juste un éclairage fluorescent, des bancs en bois polis par des décennies de mains anxieuses et le bourdonnement silencieux de vie en cours de recalcul. Je suis arrivé seul. Margaret m'a rejoint à l'intérieur, dossier en main, composé comme toujours. Prêt, a-t-elle demandé. Oui. Evelyne était assise de l'autre côté de la salle. Elle semblait plus petite aujourd'hui, non pas physiquement, mais socialement. Deux femmes du club étaient assises 3 rangs derrière elle, pas à côté d'elle, derrière, observant. Travis était assis à l'extrémité, la mâchoire serrée, la posture rigide. Son avocat, un homme mince avec une montre chère, feuilletait des documents avec une irritation visible. Quand le juge est entré, la salle s'est levée. Le juge Alpern avait la fin de la soixantaine, calme, direct, le genre d'homme qui avait vu toutes les versions de la tromperie et n'y réagissait plus émotionnellement. Nous avons été appelés à la barre. Margaret a parlé la première. Votre honneur, il s'agit d'une requête en jugement déclaratoire concernant l'abus de procuration, la tentative de transfert de biens en fiducie et l'exploitation financière associée. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes Evelyne. Madame Henderson, contestez-vous la structure de la fiducie? Non, votre honneur, a-t-elle dit doucement. Contestez-vous le dépôt de l'acte de renonciation? Non. Étiez-vous consciente que la propriété n'était pas détenue au nom personnel de votre mari? Une pause. Non, votre honneur. Le juge Alpern a hoché la tête une fois. La procuration confère une autorité dans le cadre légal des actifs du mandant, a-t-il dit d'une voix égale. Elle ne prime pas sur la propriété en fiducie. Margaret a présenté des copies certifiées conformes. Le juge les a parcourues. Et la cession de créances, a-t-il demandé. Margaret a fait un geste vers Travis. Monsieur Lagne a obtenu un prêt-relais privé. Monsieur Henderson a légalement acquis le billet à ordre impayé. Travis s'est agité sur son siège. Le juge Alpern s'est tourné vers lui. Monsieur Lagne, étiez-vous conscient que Madame Henderson avait l'intention d'utiliser le produit de cette vente pour satisfaire votre obligation? Travis a hésité. Oui. Et avez-vous vérifié la propriété du bien? Son avocat est intervenu. Votre honneur. Répondez à la question, a dit le juge calmement. Non, a admis Travis. Le silence qui a suivi était chirurgical. Le juge Alpern s'est penché en arrière. Ce tribunal juge la tentative de transfert invalide.
La propriété reste dévolue à l'Henderson Asset Protection Trust. Il s'est tourné vers Evelyne. Quant à l'abus de procuration, bien que l'ignorance puisse atténuer l'intention, elle n'efface pas la conséquence. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Margaret a continué. Votre honneur, nous demandons une surveillance financière temporaire et la divulgation complète des transactions initiées sous l'autorité de la procuration. Accordé. Le marteau a frappé légèrement. L'avocat de Trévis s'est levé. Nous nous opposons à ce que l'acquisition de la dette soit utilisée comme une arme. Le juge l'a regardé avec une légère impatience. L'acquisition de dette n'est pas une militarisation. C'est du capitalisme, une onde d'amusement contenue à traverser la pièce. Le visage de Trévis s'est vidé de son sang. Le prêteur a cédé le billet légalement, a poursuivi le juge. Monsieur Lang reste personnellement responsable. Trévis a dégluti difficilement. Le juge Alpern a fermé le dossier. Ce tribunal encourage une résolution sans autre litige, mais laissez-moi être clair. Les structures de fiducie existent pour la protection. Les tentatives de les contourner invitent à un examen minutieux. Il s'est levé. L'audience était terminée. Pas de cris, pas de théâtralité, juste une clarté irréversible. À l'extérieur de la salle d'audience, les chuchotements ont commencé immédiatement. Une des femmes du club s'est approchée prudemment d'Evelyne. « Je ne réalisais pas », a-t-elle murmuré. Evelyne n'a pas répondu. Trévis s'est rapidement dirigé vers la sortie, évitant tout contact visuel avec quiconque. Je suis resté immobile. Margaret m'a légèrement touché le bras. « C'est fini pour vous ici. » « Oui. » Evelyne s'est dirigée lentement vers moi. Ses yeux étaient rouges mais secs. « Tu as gagné », a-t-elle dit. « Je n'ai pas concouru. » Elle a laissé échapper un souffle court. « Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. Je n'aurais jamais pensé que tu le ferais. » Un faible sourire amer a touché ses lèvres. « Ils parlent tous », a-t-elle dit doucement, en jetant un coup d'œil dans le couloir. « Ça passera. » Et Trévis ? Il doit ce pourquoi il a signé. Elle m'a étudié un long moment. Tu aurais pu le détruire. Je ne l'ai pas fait. Tu pourrais encore porter plainte. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que la destruction est bruyante. Et j'en avais fini avec le bruit. Je n'ai pas besoin de punition, ai-je dit. J'ai besoin de séparation. Elle a hoché lentement la tête. Et qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? La question n'était pas rhétorique. Elle était creuse. C'est ta responsabilité. Elle a semblé vouloir argumenter. Au lieu de cela, elle a chuchoté. J'avais peur. Je sais. Et maintenant tu es responsable. Son téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux. 3 appels manqués. Pas de moi. De Trévis. Elle l'a mis en silencieux. Je ne pensais pas que tu étais capable de cruauté stratégique, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas de la cruauté, ai-je répondu. Ce sont des limites. Elle a hoché la tête une fois. Puis elle s'est éloignée. Margaret m'a rejoint près des marches du palais de justice. L'ordonnance de protection tiendra, a-t-elle dit. Examen financier dans 30 jours. Le dépôt du divorce peut se faire sans problème. Bien. Elle a étudié mon visage. Vous ressentez quelque chose ? Oui. Le poids en moins. Le soulagement. Pas le triomphe. Pas la justification. Le soulagement. Le genre qui s'installe dans la poitrine comme de l'air chaud après un long hiver. Alors que nous atteignions la voiture, mon téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai vérifié. 37 appels manqués. Tous de la première nuit. Elle avait cessé d'appeler après l'audience. Le silence maintenant. Le vrai silence. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. La maison était toujours debout. La fiducie restait intacte. La dette avait été reconnue et l'illusion avait disparu. Pour la première fois depuis des mois, mon rythme cardiaque semblait régulier. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je n'avais plus à me défendre. 3 mois plus tard, j'ai emménagé dans un appartement au bord du lac, du côté nord.
Plus petit que la maison de Brie et Glenn, plus propre, intentionnel. Des fenêtres du sol au plafond faisaient face à l'eau. Le matin, le lac ressemblait à de l'acier brossé. L'après-midi, il devenait agité et bleu. J'ai gardé le mobilier minimal. Un fauteuil en cuir près de la vitre. Un bureau en noyer. 2 photographies encadrées. Une de mon père dans son uniforme de la marine. Une de moi à 35 ans, posant la première pierre de mon premier projet immobilier. Pas de photo de mariage. Non pas par colère, mais par clarté. Le divorce a été finalisé sans théâtralité. Evelyne a tout signé comme convenu. Pas de contestation, pas d'appel, divulgation financière complète. Elle a conservé ce qui lui appartenait légalement. Rien de plus. Travis a déclaré une restructuration en quelques semaines. Je n'ai pas accéléré sa dette. Je ne l'ai pas harcelé. J'ai permis au contrat de s'exécuter exactement comme il était écrit. C'était une conséquence suffisante. Un dimanche soir tranquille de mars, alors que la neige fondait le long du rivage, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message vocal. Evelyne. J'ai fixé l'écran un long moment avant d'appuyer sur lecture. Daniel. Sa voix a commencé, plus douce que dans mon souvenir. Je sais que je ne devrais pas appeler. Je voulais juste. Je voulais dire que je suis désolé. Le mot a persisté. Je ne pensais pas clairement. J'avais peur. Travis est parti pour Miami. Le projet s'est effondré. J'ai tout mal jugé. J'ai écouté sans bouger. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je ne pensais pas que tu te défendrais. C'était encore là. Se battre. Je pensais que tu laisserais simplement faire. Silence de son côté, une respiration. Je ne réalisais pas que tu te protégeais, a-t-elle continué. Je pensais que tu te retirais. J'ai mis le message en pause. La pièce était silencieuse, à l'exception du rythme faible des vagues frappant le brise-lames. Je me suis dirigé vers le bureau et j'ai ouvert le tiroir du haut. À l'intérieur, plié soigneusement, se trouvait la note originale. Le papier s'était ramolli au pli, mais l'encre était toujours vive. C'en est fini de toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Je l'ai retourné. 2 mots. Vérifie encore. Pas dramatique, pas poétique, juste précis. J'ai repris le message vocal. Je n'attends rien, a-t-elle dit. J'avais juste besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Le message s'est terminé. Pas de larmes, pas de supplications, juste de l'épuisement. Je n'ai pas rappelé, non pas parce que je la détestais, mais parce que le chapitre était déjà clos. À notre âge, l'amour sans respect est impassif. La peur déguisée en affection devient de la manipulation. Et le silence, lorsqu'il est choisi intentionnellement, n'est pas une faiblesse. C'est de la souveraineté. Le lac s'est assombri alors que le soleil passait sous l'horizon. Des lumières se sont allumées le long du rivage. De petites constellations d'autres vies se déroulant en parallèle. J'ai fait du thé et je me suis assis dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre. 17 ans ne s'effacent pas dans une salle d'audience. Ils s'estompent par étapes. Dans la façon dont vous cessez de tendre la main pour une deuxième tasse, dans la façon dont la maison ne résonne plus. Dans la façon dont votre téléphone ne vibre pas à minuit. La convalescence m'a appris quelque chose que je ne savais pas à 40 ans. La force n'est pas bruyante. Elle est structurée. C'est de la paperasse déposée à temps. C'est savoir où l'acte est enregistré. C'est comprendre ce que vous signez. C'est choisir des limites avant que le ressentiment ne prenne racine. Ma santé s'est améliorée. Le cardiologue a ajusté mes médicaments. Le tremblement s'est estompé. Ma parole est redevenue plus nette. J'ai repris un travail de conseil léger, non pas parce que j'avais besoin de revenus, mais parce que j'appréciais la clarté. Des amis ont demandé ce qui s'était passé. Je n'ai jamais donné de détails. J'ai simplement dit que nous n'étions plus alignés, ce qui était vrai. Un après-midi, des semaines plus tard, j'ai reçu un dernier message, non pas d'Evelyne, mais d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Travis. Monsieur Henderson, disait le texte. J'ai restructuré le projet.
Je serai à jour sur le billet le trimestre prochain. Je l'ai fixé brièvement, puis j'ai répondu par une seule phrase. Honorez vos accords. Pas de menaces, pas de sarcasme, juste de l'attente. Il a répondu par compris. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai posé face contre la table. L'air à l'intérieur de l'appartement semblait différent de celui de la cuisine en marbre des mois plus tôt. Moins ornemental, plus réel. Parfois, dans les moments calmes avant de dormir, je revois l'image de ce premier après-midi. La lumière rouge sur le clavier, le vent dans l'allée, la silhouette d'Evelyne en haut des escaliers. Je ne ressens pas de colère. Je ressens de la gratitude, parce que cette note a forcé la clarté, a forcé la préparation à faire surface, m'a forcé à cesser de supposer un partenariat là où l'alignement n'existait plus. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément et vous protéger quand même. Vous pouvez pardonner sans retourner dans le feu. Vous pouvez vous éloigner sans claquer la porte. Et si vous avez déjà été sous-estimé, si quelqu'un a supposé que vous vous plieriez silencieusement, que vous vous dissoudriez poliment ou que vous disparaîtriez commodément, j'espère que vous vous souviendrez de quelque chose de simple. Lisez les petits caractères. Protégez votre nom.